Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle, RPC, pour votre émission littéraire, Le Livre en question. Notre but est de faire connaître les auteurs de livres ou romans à travers le monde. Nous explorons tous les genres littéraires à travers l'œuvre d'un écrivain ou d'une écrivaine. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez lus. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel. Pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par email, contact@larpcplus.online. Le WhatsApp, le +33 7 81 28 31 76 ou +33 6 26 31 36 77 par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez soin de vous. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous recevons une écrivaine invitée, Béatrice Obi-Techi. Je répète encore son nom, Béatrice Obi-Techi. Elle est l'auteure du roman Dans l'univers des forces invisibles. L'auteur du jour, c'est Béatrice Obi-Techi. Originaire de la Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de l'Ouest, l'auteur Béatrice Obi-Techi, après des études et des activités en commerce et comptabilité, elle décide de quitter ce monde austère des finances et des calculs pour entrer dans le domaine médico-social en vue de se mettre au service des personnes souffrant de troubles psychiques et de déficiences intellectuelles en France où elle vit avec sa famille. Mannequin dans l'ombre depuis son jeune âge, elle est passionnée de culture, d'écriture et de lecture, notamment d'œuvres de l'esprit. Dans l'univers des forces invisibles est sa première publication. Voici en quelques mots la présentation de l'auteur du jour. Avant tout propos, écoutons ces quelques lignes extraites de la 4e de couverture de l'œuvre de notre auteur du jour. En somme, un petit résumé de son roman Dans l'univers des forces invisibles. Depuis des décennies, nous entendons parler d'esprits mystiques, de forces occultes et invisibles dont nous ignorons tout. Cet univers demeure un sujet souvent tabou et très controversé dans les pays occidentaux où la science laisse peu de place au spiritualisme. L'Afrique est l'un des continents les plus concernés par ces esprits et ces forces, à tel point que les habitants de certaines régions se soumettent à l'autorité des gourous que l'on dit maîtres de la nuit, lesquels seraient dotés de pouvoirs magiques. Et c'est dans le tréfonds de ce monde mystérieux que nous introduit Béatrice Obi-Techi à travers l'histoire d'une jeune femme très intelligente prénommée Adjoa. Après son baccalauréat, Adjoa, qui se destine à une belle carrière d'avocate, abandonne ses études de droit au moment où l'on s'y attendait pas. Signé Béatrice Obi-Techi. Pour précision, ce livre préfacé par Faustin Bowie-Zékou est paru à la maison d'édition Maribro Foundation Publishing, basée à Londres. Ce livre est aussi disponible à la librairie Taméry dans le 10e arrondissement de Paris Métro Belleville. Écoutons Béatrice Obi-Techi qui nous parle elle-même de son roman et de sa passion pour la chose littéraire. Béatrice Obi-Techi. Bonjour, je m'appelle Obi Daronco. Je suis maman de 3 enfants. J'habite en Lorraine et je travaille dans le milieu médico-social. Alors, je vais vous parler de mon livre. Je viens d'écrire un livre qui s'intitule Dans l'univers des forces invisibles,
qui a été édité aux éditions Maribor Foundation à Londres. Pourquoi ce livre? Parce que j'aime bien la lecture, les voyages, j'aime bien le cinéma. Je suis fan de Harry Potter, donc et très petite déjà j'étais intriguée par l'histoire de la sorcellerie africaine. C'est une histoire vraiment, je ne sais pas comment la situer. Et très tôt, lorsque j'ai commencé à écrire des petites choses, je me suis mis cette image dans la tête et un jour je vais écrire sur cette histoire. Alors dans le livre, je mets en scène une jeune femme qui se nomme Adjoa. Adjoa est une jeune femme d'une vingtaine d'années, très jeune, très belle et intelligente, qui a fait des études d'avocat, mais qui a décidé de mettre ses études en stand-by pour pratiquer la sorcellerie. Donc elle se retrouve reine dans la sorcellerie et en fin de compte, elle est maîtresse des deux mondes, donc le monde visible dans lequel nous vivons et le monde invisible qui est son monde à elle. Et elle maîtrise avec une parfaite maîtrise sur ces deux mondes, voilà. Et Adjoa, que vous dites d'autre? Adjoa, c'est une reine capricieuse, une reine qui en joue de sa jeunesse et de sa beauté pour obtenir tout ce qu'elle veut. Donc voilà, une histoire très intéressante à lire et à découvrir. À travers cette histoire, vous allez découvrir aussi, à travers ce livre, vous allez découvrir aussi un peuple, le peuple Abé, qu'on trouve au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc un peuple très accueillant aussi, d'où vient la jeune femme. L'histoire est à la base réelle, mais j'ai mêlé, les personnages sont inventés, j'ai mêlé la fiction et la réalité, donc qui fait toute la subtilité de cette histoire. Voilà, donc en roman, j'aime bien en fait tout ce qui est livre de sciences humaines, qui est en rapport avec mon métier dans le médico-social. On a besoin de comprendre certaines choses pour accompagner les patients, les usagers, donc qui sont en difficulté. Et à travers ces lectures, je me suis aventurée sur d'autres lectures, donc d'autres livres, d'autres littératures. Notamment, j'ai découvert un auteur que j'aime bien, Aimé Césaire, donc qui parle de politique aussi dans ses livres. J'ai vraiment aimé le livre de François Mattei, Père à son âme, qui vient de nous quitter, qui a écrit un livre sur l'ex-président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, l'ex-président de Côte d'Ivoire, et qui parle, le titre est, je crois pas, je suis sûre, c'est Libre pour la vérité. C'est un livre intéressant à découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la guerre, le poste électoral et tout ça. Donc vous pouvez découvrir plein de choses dans ce livre et comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire en est arrivée là. Voilà. Et tout récemment, j'ai découvert aussi un autre auteur. L'auteur s'appelle, c'est un jeune auteur, je dis un jeune auteur parce que c'est son premier livre. Et il s'appelle Tapé Grobera. J'ai aimé son livre. J'aime bien son livre. Pourquoi? Parce qu'il parle de la politique aussi.
Et moi qui ne suis pas issue de la politique, je découvre des choses avec... il y a de l'histoire aussi dans son livre. Donc le titre de son livre, c'est Ces Africains, ennemis des Africains. Pourquoi? Parce qu'on utilise les Africains pour assujettir le peuple africain. Je m'explique, l'auteur s'explique, dit dans son livre que dans les années 60, après la colonisation, après l'indépendance plutôt, ces pays africains se sont retrouvés à s'endetter sous les conseils de l'FMI et la Banque mondiale. Ces pays se sont lourdement endettés. Au bout de 10 ans, ils se sont rendus compte qu'il fallait trouver un autre plan pour que ces pays puissent payer leurs dettes. Donc, ils se sont retrouvés à Lagos. Et il y avait les FMI, ces différents dirigeants. À Lagos, c'est la capitale de Nigeria, donc en Afrique de l'Ouest. Et ils ont trouvé le plan qu'ils ont appelé plan d'ajustement structurel. Soi-disant qu'il allait alléger pour pouvoir aider ces pays-là à payer leurs dettes. Sauf que ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui encore, même pendant le Covid. Vous avez entendu parler d'annulation, voire il parle de plan d'aide, voire annulation des dettes africaines. Donc voilà, ces dettes-là datent depuis ces décennies-là. Donc au jour d'aujourd'hui encore, l'auteur dit dans son livre qu'il y a des présidents, des chefs d'État africains encore qui se retrouvent à servir l'Occident au lieu d'agir pour le peuple. Voilà un peu, donc le livre est très intéressant à lire. Pour pouvoir trouver ce livre, je pense que vous tapez, vous allez sur internet, vous tapez Goubera et vous allez l'avoir sur Messenger, vous lui posez des questions et il pourra vous lire. L'auteur vit en Belgique, voilà. Donc les amis, vraiment je vous dis merci pour mon livre qui vient de sortir à Douar. Je vous ai tout dit. Je pense et que la maison Marie Pro, qui est ma maison d'éditeur, c'est une très belle équipe qui est vraiment disponible pour les jeunes auteurs, ceux qui veulent écrire. Vraiment, je vous le conseille. Je vous la conseille, cette maison. Elle est, l'équipe est formidable. Ils sont là, ils sont disponibles. Au-delà de l'édition, vraiment, vous pouvez trouver conseil, vous pouvez vraiment trouver une équipe très disponible à votre demande et pour pouvoir travailler sereinement. Je pense que c'est important quand on commence dans ce métier où on ne sait pas trop que faire réellement, ou parfois on le sait mais pas vraiment. Il y a des professionnels vraiment qui peuvent vous accompagner dans tout ce que vous avez besoin pour votre livre. Voilà. Après l'auteur du jour, faisons ici un petit rappel historique sur le drapeau haïtien qui est célébré le 18 mai chaque année. Ce drapeau a une histoire. Le drapeau haïtien est rouge-bleu organisé en 2 bandes horizontales de couleurs égales. Ce drapeau est inspiré du drapeau français tricolore adopté par la Révolution française, dont la partie blanche, considérée comme le symbole de la race blanche et non pas de la royauté, a été déchirée. Le 18 mai 1803, lors du congrès de l'Acacha, regroupant l'ensemble des chefs de la Révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines arracha du drapeau tricolore français la partie centrale de couleur blanche. Catherine Fron prit les 2 morceaux restants, le bleu et le rouge, et les cousit ensemble pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres et créer le drapeau d'Haïti de la République d'Haïti. Sous la dictature des Duvalier de 1964 à 1986, il a été remplacé par un drapeau rouge et noir.
10 jours après le renversement de Jean-Claude Duvalier, le 17 février 1986, le drapeau national historique a été réhabilité officiellement et confirmé par la Constitution de 1987, plébiscité lors du référendum du 29 mars 1987. Les armoiries de la République sont le palmiste surmonté du bonnet de la liberté et ombrageant de ses palmes un trophée d'âme avec comme légende « L'union fait la force ». Écoutons Lydia Antoine, directrice de la radio Passion Culturelle, RPC, qui lance ici un puissant coup de cœur à l'occasion de la fête anniversaire des 217e année du drapeau haïtien. C'était le 18 mai passé. Lydia Antoine. Pour Haïti, paysan sec, yo c'est pour marcher, mais non la mer, non mi-temps, pas fait pour guettres, nous fait pour celle mettre nous en nous marcher, mais non la mer pour Haïti, cap vin pi belle, en nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, tous ancêtres yo. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Lydia Antoine. Je suis la présidente fondatrice de la radio Passion Culturelle, la RPC, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Le drapeau haïtien représente pour moi l'âme d'Haïti et surtout l'identité de tous les Haïtiens dans le monde entier. Alors, tout simplement, tout ce que je voulais vous dire, un drapeau, un pays, une nation, l'union fait la force. Pour Haïti, paysan sec, yo c'est pour marcher, mais non la mer, non mi-temps, pas fait pour guettres, nous fait pour celle mettre nous en nous marcher, mais non la mer pour Haïti, cap vin pi belle, en nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, tous ancêtres yo. Nous arrivons maintenant à notre rubrique l'expression de la semaine. Cette semaine, l'expression c'est remuer ou tourner le couteau dans la plaie. Cette semaine, nous vous proposons donc de découvrir la signification de l'expression remuer, tourner le couteau dans la plaie. Déjà, il est incontestable, si le coup n'est pas immédiatement mortel, que ça fait très mal. Croyez-moi sur parole sans tenter l'expérience. Mais si, en plus, pour être sûr de parachever son œuvre, l'agresseur s'amuse à tourner et retourner le couteau dans l'orifice ainsi ouvert dans la chair du bientôt passé de vie à trépas. Cela ne fait qu'accentuer très fortement la souffrance. Nous avons donc là une belle et sadique métaphore attestée au milieu du 19e siècle où des paroles sont assimilées au couteau, arme aisément manipulable par tout un chacun, comme le sont les paroles vénéneuses et l'effet très désagréable produit et comparé à la plaie qui fait souffrir. Au final, il y a moins de sang sur la moquette et pas mort d'homme, mais la douleur psychologique est bel et bien là. Exemple de cette expression dans un paragraphe, nous allons le lire. Au début, j'ai fait des gorges chaudes devant ces réflexions ridicules et pris plaisir à lui remuer le couteau dans la plaie en affirmant qu'il encourait seul la responsabilité de la présence indue de mobilier militaire dans son appartement. Extrait de l'œuvre de Aimé Baldassi, Souvenirs d'un Français d'Algérie, volume 2, 1984. Après la rubrique l'expression de la semaine, écoutons l'artiste engagé, Commandant Simi, qui nous chante un beau jour. Commandant Simi. Un beau jour,
planète sera le paradis. Nous ferons nos adieux à toute cette tragédie. Quand le nord, le sud, l'est, l'ouest seront unis, j'irai à la paix des sirènes et j'inviterai la reine. On longera les champs de maïs à vélo. Le vent du Nil soufflera sur la voile de notre bateau. Nous entraînons joyeusement dans la vague paisible des flots. Congo ba benabo Londo angadukula Sege ba fana Benaba angadukula Londo ambe bena ayere soro erela. Un beau jour, je sais, je retrouverai mon paradis et les yeux de ma sirène souriant à la vie sous le ciel ensoleillé. Tassini, je sais que quoi qu'il advienne, mon main tiendra la sienne. On longera les champs de maïs à vélo. Le vent du Nil soufflera sur la voile de notre bateau. Nous entraînons joyeusement dans la vague paisible des flots. Quand l'heure de la renaissance aura sonné, à l'appel des ancêtres effleurés, quand le bal des vautours sera terminé, le ciel de Kemet dégagé, quand le règne de la Mahat sera restauré, nourrissant des sangs d'essence l'humanité, quand les crimes de ces vieux pirates sont réparés, les esprits de nos ancêtres apaisés, de Soweto à Zimbabwe, d'Angola à Rwanda, d'Abidjan à Douala, de Brazza à Kinshasa, Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah, Mandela, Umyobe, Sékou Touré, Marcus Garvey, je serai là-bas quelque part. 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 Nous arrivons maintenant à notre rubrique En librairie. En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. 3 romans africains jeunesse que vos enfants vont adorer. La préadolescence et l'adolescence sont définis comme les âges de la semi-maturité. Âge où l'enfant veut comprendre le monde à travers sa propre expérience et en utilisant ses propres mots. L'adolescent porte déjà un regard critique sur le monde qui l'entoure et peut écrire sa propre histoire. L'enfant africain ou afrodescendant doit avoir comme modèle des personnages inspirants qui lui ressemblent. C'est pourquoi dans cette sélection de romans africains jeunesse, nous avons des livres qui retracent l'histoire des héros africains, qui racontent des rites et coutumes ancestrales africaines, qui parlent d'expériences vécues et d'aventures, qu'elles soient réelles ou fictionnelles. Alors, comme livre dans cette série, le premier livre, c'est L'épopée de Soundiata Keïta, pour des enfants âgés à partir de 3 ans, de l'auteur Dialiba Konaté. Le deuxième livre, c'est Chaka, d'après l'œuvre de Thomas Mofolo, pour des enfants de plus de 12 ans, l'auteur Thomas Mofolo. Le troisième livre, Grand-père Mandela, pour des enfants âgés de plus de 6 ans, auteur Zenzi Mandela. Elle est la fille de Nelson Mandela et de Winnie Mandela. Nous arrivons maintenant à notre rubrique Mon coup de cœur, ou mon livre coup de cœur.
Les auditeurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïrou nous propose son billet d'humeur sur le thème « Et si on se faisait un book trip ?» Lucrèce Taïrou. Ah, les vacances. Le soleil brûlant sur ma peau d'ébène, cocktail à la main, riant aux éclats, profitant du sable fin des plages de Los Angeles, de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France avec mes copines. Oui, les vacances. Sauf que voilà, le 5 mai dernier, vous avez tous comme moi entendu le chef de l'État, Emmanuel Macron, affirmer ceci au sujet de nos vacances d'été. On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. On restera au moins entre Européens. Peut-être en fonction de l'évolution de l'épidémie, faudra-t-il réduire un peu plus. Aïe! Est-ce que comme moi, vous avez senti à ce moment-là votre rêve se briser? Vos super plans pour cet été, envolés. Pas d'escapade, pas de cocktail, pas de playa, pas de road trip entre amis. Mais attendez, j'ai une idée. Pas de road trip, certes, mais un book trip, pourquoi pas? Si Macron nous empêche de nous évader physiquement, à nous de trouver un moyen de voyager autrement. Et quoi de mieux qu'un book trip pour voguer grâce à notre imaginaire vers les plus belles destinations exotiques du monde. Plus besoin de booker un appartement de rêve via Airbnb pour cet été. Installez-vous confortablement sur votre canapé et plongez avec Jules Verne sans masque ni tuba à 20 000 lieues sous les mers par exemple. Ça ne vous convient pas? Ok, je vois. Vous avez plus une âme d'explorateur. Parfait. Embarquez votre ami Jules Verne pour un voyage au centre de la Terre. Côté sensation forte, vous serez servi. Toujours pas? Mais oui, je comprends. Vous n'êtes pas fan du monde fantastique. Vous aviez prévu un voyage à Bali et moi je suis là à vous proposer une virée chimérique. Ok, alors, très bien. Mettez une musique de relaxation. Rallongez-vous sur votre canapé et faites votre voyage paradisiaque sur les bons conseils de l'auteur Jasmine Trifoni. Au lieu de vous limiter à Bali, vous découvrirez toutes les plus belles îles du monde. Toujours pas séduit? Dites-moi, vous êtes le pote relou des vacances entre amis, vous, non? Ok, alors attendez. Vous êtes plus du type aventurier à l'esprit nomade. Bon, votre compagnon de route idéal, c'est Sylvain Tesson. Son récit d'aventure entre la Mongolie et le Tibet sur la Panthère des Neiges, pas de doute, vous serez conquis. Bon. Écoutez, si mon book trip ne vous convient pas, je vous invite à composer le vôtre et on comparera. Après Lucrèce Taïrou, nous retrouvons Dani Loni pour son coup de cœur littéraire. Pour ce vendredi, elle nous propose Innocent de l'auteur Magali Tuquin et Che Guevara habite au 7e étage de l'auteur Bertrand Solé. 2 romans parus aux éditions du Jasmin. Écoutons Dani Loni. Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire de la semaine, le livre en question, animé par Simplice Anino. Bonsoir Simplice. J'ai le plaisir de vous faire découvrir mon coup de cœur littéraire de la semaine, 2 livres ce vendredi et 2 auteurs. Magali Turquin, avec le roman Innocent, paru aux éditions du Jasmin en 2008, et Bertrand Solé, avec le roman Che Guevara habite au 7e étage, paru aux éditions du Jasmin en 2008 également. L'auteur, Magali Turquin, pour le roman Innocent, est née en 1979 au cœur de la forêt ardennaise. Elle publie en 2008 son roman Innocent, relatant un drame qui se déroule lors de la guerre du Rwanda, traitant sur le génocide des Tutsis qui débuta en avril 1994 jusqu'en juillet de la même année. Cette guerre génocidaire aura duré 100 jours d'une cruauté sans précédent. L'histoire raconte l'atroce réalité d'un jeune garçon survivant d'une famille qui a été entièrement décimée. Un récit qui ne se contente pas de décrire une actualité horrible, mais qui rappelle que les différences de traitement d'un peuple à l'autre peuvent être source de désastres humanitaires.
Ce témoignage du petit garçon, l'auteur l'a retranscrit fidèlement avec une plume qui se veut un appel au monde que sourdement lance l'enfant. Rien que la 4e de couverture en dit long sur le traumatisme qu'a subi cet innocent. Je vous lis les quelques lignes de ce résumé. Courir. Je cours en avant d'un passé qui me poursuit. Je cours depuis 1994. J'étais enfant, Tutsi, au Rwanda. Tout le monde courait. On courait, on tombait, on se cachait. Hutu contre Tutsi, Tutsi contre Hutu, et les Blancs, et les militaires. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes frères. J'ai vu l'horreur des hommes, je cours pour ne pas qu'elle me rattrape, et pourtant, je suis innocent. Toute l'atrocité de cette guerre vient frapper les yeux des lecteurs au fil des pages. La description des événements et des carnages humains au cœur même des maisons met en évidence la bestialité ambiante où personne ne sait comment cela a-t-il pu arriver. Fuir, c'est la trame de ce livre, ce sentiment de ne se savoir nulle part en sécurité, de toujours courir, de fuir tout le monde, même ceux qui se sont vus grandir ensemble. Les grenades jetées dans l'église, des charniers partout, et un enfant détruit à jamais. En voici un extrait des pages 32, 33, 34. Un mort parmi les vivants. Il suffit de regarder la pupille de mes yeux pour voir le néant. Mais qui me regarde encore? Qui oserait porter sur moi une attention autre que remplie de pitié? Le génocide nous a déshumanisés, nous, les quelques survivants. Nous sommes là, parmi vous, mais nous ne serons plus vraiment présents. Nos morts nous habitent. Nous devons redonner toutes les vies qui nous ont été prises. Mais comment donner cette vie? Quelle femme voudrait d'un homme qui tremble devant son ombre, qui hurle toutes les nuits, qui n'a plus le feu sacré, qui passe des journées entières à se balancer d'avant en arrière? Qui sait ce que trop de souffrance peut engendrer? Qui voudrait d'un homme qui ne sait plus sourire, qui ne parvient plus à conjuguer au futur et peine au présent? Un homme qui ne peut plus croire en rien. Un être humain qui porte trop de blessures dans un si petit corps. Mon avis sur ce roman. J'ai aimé la façon dont l'auteur fait ressortir les sentiments du témoignage de l'enfant avec tant de sensibilité, de vérité, avec ses propres mots, des mots atroces à cet âge parce que victime et témoin à la fois de l'incompréhensible. Les lecteurs en tireront certainement leurs propres réflexions. Le second roman, par Bertrand Solais. L'auteur, Bertrand Solais, pour le roman Che Guevara habite au 7e étage, paru aux éditions du Jasmin en 2008 également. Cet auteur est mort en février 2017 à l'âge de 83 ans. Son histoire commence après la Seconde Guerre mondiale où il s'est retrouvé orphelin. Ce romancier était spécialisé dans les romans pour la jeunesse. Il a écrit des romans historiques mais aussi engagés. Ses thèmes favoris, les dérives du monde d'aujourd'hui. Le racisme, l'immigration, la vie des tziganes sont encore des romans dont les thèmes lui sont chers. Je vous lis le résumé de la 4e de couverture. Polo, Grenouille et Vincent habitent dans une cité. Un jour, les 3 amis croisent des caïds d'un autre quartier, les mauvais, que Grenouille ne supporte pas. Menaçant, ils barrent la route à grand frère, mais celui-ci les met en garde. Che Guevara est mon ami et il habite au 7e étage. Mais qui est ce Che Guevara? Intrigués, Polo, Grenouille et Vincent partent à la rencontre de ce mystérieux inconnu. En voici un extrait, pages 40 et 41. L'extrait de ce livre s'intitule «
le récit des 82 combattants d'un côté et les 4000 soldats du dictateur de l'autre. Lorsque les 82 ont débarqué, ils n'ont pas seulement trouvé des soldats à combattre, mais aussi des hommes et des femmes qui vivaient dans le pays, des pauvres, des malheureux. Ils se sont installés parmi eux, ils leur ont montré qu'ils étaient leurs amis. Comment cela ? Demande Polo. En les aidant, en réparant les injustices dont ils étaient victimes. Che Guevara, pour ne parler que de lui, soignait des malades qui n'avaient jamais rencontré un seul médecin de leur vie. Le soir, il devenait maître d'école. Il avait fait installer l'électricité dans une ferme et quand les enfants de la montagne ont vu pour la première fois briller des ampoules électriques, ils ont ouvert de grands yeux en disant que les étoiles du ciel étaient bien basses ce soir-là. Les 82 ont gagné la confiance de tout le monde. Peu à peu, ils ont repoussé les soldats du dictateur et distribué la terre des plus riches aux paysans qui n'en possédaient pas. Beaucoup les ont rejoints et les 82 du départ se sont retrouvés des milliers et des milliers. Les soldats n'ont rien pu y faire. Le dictateur du pays s'est sauvé, bien obligé. Mon avis sur ce roman. Ce roman m'a touché par sa fraîcheur, une écriture qui va au plus profond de la vie d'une cité, comme il y en a partout en France. Des cités oubliées à la périphérie des grandes villes. Il raconte la vie quotidienne d'un petit groupe de jeunes enfants de classe de CM1, CM2 et leurs aventures, leurs déceptions, leur joie et surtout la solidarité qui règne au sein de leur ghetto, avec les voisins, la vie de chacun et les rapports entre les habitants. C'est comme si on pénétrait dans leur univers comme un ami. Le lecteur y est à l'aise, on s'enquiert de leur santé, bref, un livre attachant qui rapproche les gens. À bientôt! Après notre chroniqueuse Dani Loni, petite pause musicale avec Robert Nesta Marley, plus connu sous le pseudonyme de Bob Marley, qui nous a quittés le 11 mai 1981. Il nous chante ici Bad Card, mauvaise carte, mais nous tirons ici la bonne carte sur la radio Passion Culturelle. Écoutons Bob dans Bad Cat. Nous arrivons maintenant à notre rubrique l'actualité du livre avec Lydia Antoine. Pour cette rubrique, nous allons retrouver Lydia Antoine qui va nous présenter sommairement l'œuvre de Zenzi Mandela, la fille de Nelson et Winnie Mandela. Elle est auteure du roman jeunesse Grand-père Mandela. Écoutons Lydia Antoine. Bonsoir Simplice. Mesdames et messieurs, chères auditrices, auditeurs de la radio Passion Culturelle, bonsoir. Cette semaine, dans l'actualité du livre, j'ai décidé de vous présenter sommairement l'œuvre de Zenzi Mandela, la fille de Nelson et Winnie Mandela. Elle est l'auteure du roman jeunesse Grand-père Mandela. Zenzi Mandela est née en 1960 à Soweto. Fille de Nelson et Winnie Mandela, elle n'a que 18 mois lorsque son père est emprisonné. À 29 ans, lorsque son père est libéré, elle peut enfin le découvrir pleinement. Aujourd'hui ambassadrice de l'Afrique du Sud au Danemark et écrivaine, elle est une militante antiraciste très active. Zazi Mandela 8 ans et Ziwelene Mandela 6 ans sont les petits-enfants de Zenzi et donc les arrière-petits-enfants de Winnie et Nelson Mandela. La grande sœur se dit artiste en herbe et son frère conteur. En nous contant l'histoire de leur grand-père, ces enfants racontent à leur compère l'histoire des luttes, des batailles pour la libération du peuple noir en Afrique du Sud. C'était l'actualité du livre de la semaine dans l'émission littéraire, le livre en question, avec Lydia Antoine. À la semaine prochaine. Merci Simplice. Nous arrivons maintenant à notre rubrique le poème ou le récit du jour avec Isabelle Gracien. Isabelle Gracien nous lit ici quelques extraits d'œuvres thématiques ou de poèmes. Isabelle Gracien. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bonsoir, Simplice. Ce soir, je vais vous lire un extrait du livre qui s'intitule La Guyane comme je l'aime, dévoilé de A à Z, de l'auteur Nicole Morand.
Nicole Morand est née à Maison-Carrée en Algérie. Nicole Morand a effectué ses études secondaires au lycée Delacroix d'Alger puis au lycée franco-musulman d'Alger-Couba. C'est une ancienne élève de l'école normale supérieure de Cachan. Elle a été professeure et chef d'établissement. Elle s'est consacrée à l'éducation en Île-de-France et en Guyane. Son premier ouvrage, Algérienne je suis, a été publié aux éditions L'Harmattan en 2008. Donc là, je vais vous lire un extrait de son livre intitulé La Guyane comme je l'aime, dévoilé de A à Z. Et je vais vous lire un extrait à la lettre N, N comme noir-marron. Les Noirs-marrons de Guyane sont les descendants directs d'esclaves africains employés au temps de la traite négrière dans les plantations du Suriname, alors Guyane hollandaise, et qui, entre la moitié du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, se révoltent, s'échappent des habitations coloniales et trouvent refuge dans la forêt amazonienne. Le terme marron n'a rien à voir avec le marrone, terme emprunté à l'italien qui désigne dans le langage courant culinaire le fruit comestible du châtaignier cultivé, c'est-à-dire la châtaigne. Une couleur, un jeton numéroté que l'ouvrier devait déposer dans la boîte à marron et qui servait à contrôler sa présence à son poste de travail ou le passage régulier d'un gardien chargé d'une ronde. Enfin, en argot, un marron est un coup de poing. L'adjectif marron, lorsqu'il s'agit des noirs marrons, a une autre origine linguistique. Il s'agit d'une altération de l'hispano-américain cimarron, esclave fugitif, emprunté à la langue arawak, à laquelle se rattachent de nombreuses populations amérindiennes d'Amazonie. Il a d'abord désigné les animaux domestiques retournés à l'état sauvage et à partir du XVIe siècle, les esclaves ont fui des plantations pour vivre en liberté. Il y eut des marrons dès qu'il y eut des esclaves, disait Victor Schellcher. En Guyane, les premiers esclaves arrivent en 1652 et les premiers faits de marronnage sont mentionnés par le gouverneur Pierre-Éléonore de Férolès dans une lettre datée du 12 juillet 1696. Pour réprimer ce phénomène, le Code noir, élaboré par Colbert et promulgué en 1685 par Louis XIV, applicable en Guyane à partir de 1704, prévoit de terribles sanctions à l'encontre des esclaves en fuite pendant 1 mois à compter du jour où leur maître les aura dénoncés en justice. Pour Francis Dupuis, auteur du cahier d'histoire des esclaves marrons au Bushinengue, le marronnage et ses suites dans la région des Guyanes, c'est au Suriname que le système esclavagiste connaît son développement majeur et sa rigueur maximale. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vers les années 1760, la population servile y est évaluée à 50 000 individus, répartis dans 591 plantations, dans des conditions sans doute les plus terribles qui peuvent exister. En Guyane française, les planteurs relativement pauvres utilisent une population servile moindre en comparaison avec celle du Suriname et bien sûr au regard de l'époque. 10 000 esclaves pour 1300 blancs à la veille de la Révolution, 13 000 en 1848, le maximum ayant été atteint en 1830 avec plus de 19 000 individus. Par ailleurs, l'abolition de l'esclavage advint le 27 avril 1848 en Guyane française et le 1er juillet 1863 au Suriname. Au début du XVIIIe siècle, le marronnage inquiète tant les deux colonies, hollandaises et françaises, qu'elles signent le 1er septembre 1713 une convention par laquelle elles s'interdisent de recevoir les esclaves fugitifs et s'engagent à les restituer. En Guyane, c'est vers 1742 que se constitue la communauté des marrons de la montagne Plomb. Fait rarissime, son histoire est connue au travers des révélations d'un jeune marron âgé de 15 ans, Louis, capturé par les soldats en 1748. Initialement familiale, la communauté s'est renforcée avec l'apport d'une part d'esclaves enlevés sur les habitations, non donnés aux plantations, d'autre part d'esclaves eux aussi épris de liberté. Bien organisée, elle compte 72 personnes, dont 34 femmes qui marronnent avec leurs enfants, 9 garçons et 12 jeunes filles. Jusqu'en 1752, les marrons de la montagne Pelée tiennent la dragée haute aux troupes coloniales avant d'être finalement acculés et forcés de se rendre. Les prisonniers transportés à Cayenne sont exécutés sur la place publique. L'un d'entre eux, Copena, est condamné au supplice de la roue et sa compagne Claire est pendue et étranglée devant leurs enfants, contraints d'assister à leur supplice.
Quelques-unes réussissent à s'échapper et réorganisent une nouvelle communauté, mais on en perdra la trace après 1767. En 1794, la libération des esclaves décidée par la Convention entraîne la disparition du marronnage. Serge Momlan-Fouque, docteur en histoire, spécialisé en histoire contemporaine de la Guyane, écrit, ouvrez les guillemets, « Les hommes de Guyane ne se sont pas montrés plus dociles que ceux des autres colonies où l'esclavage a été rétabli. La résistance au rétablissement a donc pris la forme du grand marronnage, avec des actions ponctuelles et un campement au quotidien aux marges des habitations, traduisant le refus déterminé de quelques hommes qui repoussent la perspective du retour à l'esclavage et qui ont fait le choix de la lutte au prix parfois de la misère que l'on peut connaître dans la forêt guyanaise, lorsqu'il est impossible de s'y installer durablement. » Fermez les guillemets. Combien sont-ils ces résistants au rétablissement de l'esclavage ? La réponse ne peut être précisée faute d'informations suffisantes et les estimations avancées par les habitants et les autorités sont souvent exagérées par la crainte qu'inspiraient les marrons. 1200 se seraient établis sur la Haute-Comté, selon l'écrivain guyanais Alfred de Saint-Quentin, qui en 1824, à l'âge de 14 ans, avait rencontré le noir marron dénommé Pompée. Victor Hugues, envoyé en Guyane pour établir l'esclavage et qui est devenu gouverneur en 1817, les évalue à 173 dans les quartiers dans l'Aproag, de Roura, sur le comté, de Macoria et de Sinamari. Sévères héros, habitants de Cayenne ayant participé à la répression, les estiment à plus de 200. Mais un effectif de quelques centaines d'hommes, 300 environ, c'est-à-dire 2% de la population servile, est probable au plus fort du marronnage entre 1820 et 1830. Simon Froissart est l'un de leurs chefs. Serge Momlan-Fouque écrit, ouvrez les guillemets, « C'est lui, semble-t-il, qui constitue l'un des premiers et des plus importants groupes de résistants. Il commande le campement de Joli-Trou et contrôle la vie des autres camps. C'est contre lui et ses hommes que Victor Hugues concentre les forces de la colonie à partir de la fin de l'année 1802. Un jour de 1808, Simon Froissart tombe sous les balles d'un détachement. Blessé, il est achevé à grands coups de sabre et décapité sur place. » Fermez les guillemets. Mais il existe d'autres groupes et d'autres chefs. Georges qui commande le campement de Sainte-Élisabeth, Charlemagne qui a ses quartiers à Couleuvre et aussi Adom, Évariste, Cupidon, Paulin. Tous luttent avec la même détermination contre les soldats lancés par Victor Hugues et sont tués en combattant. Dispersés, les bandes de marrons se reconstituent de Sinamari à Loyapoc. Linval et Attention commandent celles de Caux et de l'Aproag. Le fonctionnement de leur camp et leur survie reposent sur les habitations. Leur expédition de ravitaillement avait pour objet et résultat la rapine, les pillages des habitations, l'arrachement des vivres, l'embauchage des esclaves et l'enlèvement des négresses. Linval et Attention sont capturés et exécutés à Cayenne en 1828 pour le premier et 1829 pour le second. Enfin, Pompée, évadé de l'habitation cigogne, chef d'un groupement de marrons pendant la période impériale, lieutenant d'Adom aux côtés duquel il lutta pendant des années, Pompée, après avoir tant guerroyé pour la liberté, finit par abandonner le combat. Sur la Haute-Comté, il fonde le hameau de Maripa, 4 grandes cases, 5 carbets et un abatis, où il vit pendant 20 ans en compagnie de 7 autres personnes, dont sa femme, ancien esclave de l'habitation cigogne, préférant un isolement total à la vie dans le monde colonial. 5 août 1822, jour funeste pour la petite communauté. Le hameau de Pompée est surpris par le capitaine Brache et ses soldats envoyés par le gouverneur Lossa. Pompée et ses proches sont arrêtés et conduits à Cayenne. Pompée, condamné à la peine de mort par la cour prévôtale de Cayenne, est gracié à la prière de l'abbé Guillet, préfet apostolique, au vu de l'ancienneté de son combat contre les colons et de son grand âge. Quel sort est réservé à ses compagnons? Question sans réponse, semble-t-il. De ces hommes, selon Serge Momlan-Fouque, la mémoire collective a longtemps conservé l'image négative du noir rebelle, hérité de la vision coloniale, une vision des nègres si noirs et donc si laids, mise en scène par le groupe des nègres marrons qui défilent lors du carnaval de Guyane. Quant à Christian Cécile, anthropologue à l'université de Guyane, il voit dans le groupe des nègres marrons, comme d'ailleurs dans les autres groupes du carnaval, une manière, une stratégie pour affirmer leur identité culturelle dans une Guyane riche d'une mosaïque de peuples.
Je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne soirée. À très bientôt. Alors, pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour, c'est « Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. » Votre émission littéraire Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux avec vous. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Nous émettons depuis la région parisienne à Issy-les-Moulineaux. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine, Lucrèce Taïro, Isabelle Gracien et Dany Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous, restez entre vos lignes et à très vite. La RPC, Radio Passion Culturelle, est située au 141 avenue de Vendôme, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Le WhatsApp 06 26 31 36 77. Et si vous appelez de l'étranger, c'est le plus 33 06 26 31 36 77. Sur Internet, la rpcplus.online. Conception, production, réalisation Simplice Animaux. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.